Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Alors, aujourd'hui, nous vous avons réservé un invité de qualité, un invité de prestige et surtout un entrepreneur avec un parcours unique. Monsieur Austin Boyom, qui nous est originaire du Cameroun, bien évidemment, de son village natal Baham. Aujourd'hui, nous allons parler business, nous allons parler histoire, nous allons surtout parler inspiration, car l'objectif, c'est avant tout vous inspirer, vous parler de son histoire et surtout parler de lui tout simplement. Monsieur Austin Boyon, bonjour. Bonjour Boulard, bonjour Steve. Merci de m'avoir invité. C'est un réel plaisir pour nous, pour moi et pour toute l'équipe. Alors, The Boy, ce magnifique Audi que vous portez, que tu portes, je me permets de le tutoyer parce que c'est un monsieur que j'apprécie, on se connaît particulièrement. Donc aujourd'hui, je suis très, très heureux et très content de le recevoir. Ça fait plaisir, le plaisir est vraiment partagé. Donc, parlant du Audi, c'est une marque de boy, comme tu peux le constater, qui a été créée il y a maintenant 8 ans. La première mouture date de 2004, mais on a fait un flop monumental et on est revenu il y a 8 ans avec cette version-là. Il y a 8 ans, avec une version qui a tout changé. Mais avant, nous allons revenir à Baham, son village natal. Pourquoi Baham et quel est le souvenir que tu gardes particulièrement? Alors, je suis né à Baham, où j'ai passé une partie de mon enfance. Donc, j'ai tous mes souvenirs, j'ai toutes les odeurs de mon enfance. C'est là-bas qu'est enterré mon cordon ombilical. Et donc, c'est un lieu qui, pour moi, est sacré, mais vraiment sacré. Et j'aime beaucoup passer du temps quand j'en ai l'occasion, en tout cas. Et tu es reparti. Oui, je suis reparti il y a encore, j'y étais il y a 3 semaines. Et si aujourd'hui, il fallait nous parler de toi? Alors, parler de moi, ce n'est pas la chose la plus aisée, mais je vais essayer. Donc, je suis Austin Boyum, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, né à Baham, où j'ai passé une bonne partie de mon enfance. Par la suite, je suis allé dans une ville qui s'appelle Konsamba dans le Mungo, où j'ai fait mes écoles primaires. Ensuite, je suis rentré à Baham, où Mhm. j'y ai passé 7 ans, où j'ai fait mes années lycée. C'est à cette époque-là que je vais aussi faire l'IUT, où je vais faire du génie civil jusqu'en classe de première. Mhm. Et après, Baham, après l'IUT de Banjul, je vais retourner à Yaoundé, où je vais essayer de faire des petits boulots pour pouvoir survivre. Et c'est de Yaoundé que je prendrai le départ pour la Suisse, où j'y suis maintenant depuis 22 ans. Ah, très beau parcours, très beau parcours. Alors, on va dire que nous sommes dans un voyage entrepreneurial, un voyage historique qui vous a conduit, qui t'a conduit vers plusieurs aventures. Alors, si on parle de Yaoundé, quel a été l'élément déclencheur qui a conduit ou encore cultivé cet esprit entrepreneurial? Alors, comme tout bon Camerounais, je dirais, avec un parcours atypique, je pense que c'est un parcours, je ne me plains pas de toute évidence, hein. Il faut pas que les gens aillent croire que je suis en train de dessiner un tableau qui n'est pas connu de la plupart des Camerounais de ma génération. Je pense que mon parcours est le parcours d'une majeure partie des Camerounais ayant vécu, en tout cas, cette époque-ci. À Yaoundé, il faut dire que je suis une sorte de migrant. En tout cas, c'est pour moi, quand je pars de Baham pour Yaoundé, je vais me chercher, entre guillemets, comme on dit. Et donc, quand on y arrive, il faut trouver ses repères, il faut trouver où dormir. Parfois, quand on n'a pas de famille, c'est très compliqué. On se bat avec les potes, avec des amis. On fait ce qui nous tombe sur la main. Dans mon cas, j'ai été tour à tour vendeur à la sauvette de vêtements que j'avais triés dans un petit marché qui s'appelle Mokolo. J'ai vendu des cigarettes également, où je prenais dans une boutique et je devais faire Essos jusqu'à Médon en aller-retour. Quand je les vendais, je pouvais gagner 100 francs par cartouche de cigarette. J'ai vendu également de l'huile de palme au marché de Vorbi.
Donc on fait tous ces petits métiers-là pour pouvoir, subvenir à ses besoins. J'ai été tour à tour manœuvre de chantier et finalement j'ai fini, croupier dans un bar, au marché central de Yaoundé. C'est à ce moment-là que, ma vie, elle va changer entre guillemets parce que j'ai un boulot stable. Je commence à faire une tontine et à la suite de la tontine, je vais acheter, un jeu vidéo. Alors ce jeu vidéo va me faire comprendre, une leçon fondamentale, une leçon économique fondamentale, du tiers-monde, des pays pauvres. En fait, ces jeux vidéo-là, quand on l'achète, avec ma femme, avec laquelle je suis toujours d'ailleurs, on va déposer dans un petit bar et nous, on espère que, on va générer 5 000 francs CFA pour une semaine. Pour nous, c'était déjà très bien et donc comme on est des amoureux fous du cinéma, on avait posé le jeu un dimanche et le dimanche qui suivait, on allait donc en avant-première, à la Bia et on s'est dit: «OK, on va voir ce que notre machine a produit». Et donc on arrive là-bas et on s'attendait à 5 000 francs comme je l'ai dit, tantôt, mais on va se rendre compte que la machine, elle a produit 60 000 francs CFA Ah oui. en pièces de 25-25. Et donc pour moi, c'est extraordinaire, c'est au-delà de mes attentes, c'est tellement énorme que je vais mettre de l'argent dans un seau de 5 litres. C'est quoi la leçon principale que j'ai retenue, à cette époque-là? C'est que dans les pays pauvres, on fait l'argent avec le mass market et des faibles coûts. Pour moi, j'ai compris à cette époque-là que quand on est dans une position comme la nôtre, il est très difficile, même si c'est contre-intuitif ce que je vais dire par rapport à des boys, mais c'est quelque chose de fondamental. Quand on veut faire de l'argent, il faut aller dans des produits mass market accessibles à la majorité. Ça, c'est la première leçon business que je vais tirer de cette période-là. Alors, nous avons la première leçon business du jour. Quand on veut faire beaucoup de chiffres d'affaires, il faut viser la masse et surtout la qualité. Voilà. Alors, là, si je peux tirer une leçon très percutante et très pertinente, c'est déjà la débrouillardise est la clé du succès et c'est tiré de votre autobiographie. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, comme j'ai dit, il y a beaucoup de personnes de ma génération qui sont nées dans les mêmes conditions que moi. Ce n'est pas une fatalité. Et je pense que, il faut être fier de ses origines, être fier de qui on est et il faut pouvoir aussi avoir des valeurs. Ces valeurs-là, moi, mes valeurs à moi qui me drive, ce qui me pousse vraiment, c'est que j'ai un besoin viscéral de justifier mes revenus. J'ai besoin de donner un pot de yaourt à mon enfant en pouvant justifier la provenance. Et ça, c'est quelque chose que je tiens de ma grand-mère, qui, à l'époque, à Baham, je vous raconterai une petite anecdote comme ça. Avec J'avais un plaisir. ami, Mirabeau. En passant, je te salue si tu m'écoutes, frère. Alors on avait des pièges à rats et puis, j'allais chez Mirabeau souvent emprunter ses pièges pour utiliser, à mes fins personnelles et un jour, j'ai pris, ce piège-là, 2 chez Mirabeau. J'ai ramené chez moi, j'ai déposé sur la véranda. Ma grand-mère, elle est sortie et elle a regardé les pièges. Elle m'a dit: «Hey, d'où viennent ces trucs petits?» Je lui ai dit: «Écoute, j'ai pris chez Mirabeau». Elle m'a dit: «Écoute, viens, on va aller». Et donc, elle m'a amené chez Mirabeau, elle m'a laissé, à quelques mètres de la maison des Mirabeau Oui. et elle est allée voir Mirabeau, elle lui a posé la question de savoir s'il m'avait remis quelque chose Ah oui. et Mirabeau lui a dit oui et elle a dit quoi? Et Mirabeau lui a dit: «C'était des pièges à rats» et elle a dit: «OK, tu en as donné combien?» Et Mirabeau lui a dit 2 et elle s'est retournée, elle m'a dit: «On y va, tu peux les utiliser» et donc quand on grandit avec ça, on a envie de faire plaisir à sa grand-mère, donc on veut lui donner de l'argent qu'on a durement gagné et fièrement gagné et je pense que si j'avais gagné l'argent autrement, ma grand-mère aurait été très malheureuse, en fait. Donc c'est aussi des choses qui nous poursuivent, tout au long de notre parcours. Les valeurs, c'est vraiment fondamental. On va dire merci à la grand-mère pour ses valeurs humaines. Et il faut savoir que l'humain, c'est avant tout ce qui nous connecte et c'est ça qui nous conduit vers le sommet. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme un débrouillard de la vie? Je pense qu'on se débrouille jusqu'à la fin de la vie. Je suis toujours un débrouillard.
Je suis ce qu'on appelle couramment un self-made man. Ça ne va s'arrêter que le jour où je ne serai plus de ce monde. Donc, je me considère toujours comme tel. Je pense qu'il est important de garder les pieds sur terre pour se rappeler d'où on vient, parce qu'à la fin de la journée, ce qui compte le plus, ce sont ces valeurs-là qu'on doit également véhiculer. Donc, je garde les pieds sur terre, je suis toujours un débrouillard. Ah, très, très, très pertinent. Alors, il y a une question qui me revient de ton autobiographie. C'est le voyage, un voyage qui t'a mené vers plusieurs destinations, dont la première était le Gabon. Peux-tu nous raconter ce parcours? Oh là! Alors, ouais, avec, je dirais aujourd'hui avec plaisir, mais ce n'était pas une bonne partie de plaisir. Il faut dire que, après mon aventure des jeux vidéo, je vais perdre tout l'argent que j'avais. Ah oui, Quand je perds tout cet argent, avec, ma femme qui était alors ma copine de l'époque, on décide que je dois aller me chercher au Gabon parce que, il me fallait me refaire financièrement. mhm, Et j'estimais que j'avais beaucoup trimé au Cameroun dans des petits métiers oui, et que, le Gabon pouvait être une porte de sortie qui me permettrait, moi, de collecter suffisamment d'argent pour pouvoir maintenant, acheter un billet d'avion, obtenir un visa et aller en Europe. C'est d'où la décision pour moi de partir, vers le Gabon et ça a été une aventure entre guillemets «très difficile» à cette période-là, parce que je vais prendre la route, de Campo. Je ne sais pas si les gens connaissent, c'est une petite ville au sud du Cameroun et de Campo, je dois me rendre au Gabon par pirogue. Donc on doit traverser l'océan Atlantique, contourner la ville de Bata nuitamment et pour atterrir dans une petite ville frontalière du Gabon où les piroguiers nous avaient dit que cette ville s'appelait Saint-Domingue. Mais quand ils nous déposent là, ils nous font comprendre qu'on est à Libreville. ah oui, Parce que moi, l'objectif, c'était d'arriver à Libreville. Mais sauf que les gars, ils nous déposent là et puis on se retrouve dans une position où on ne connaît personne, on est perdu en pleine forêt équatoriale en bordure d'une mer. Et là, on va décider de continuer le trajet à pied. Et c'est ce que je vais faire. Mais avant ça, il s'est passé quelque chose sur l'océan Atlantique. Euh, il y avait deux pirogues en fait. Il y avait une pirogue dans laquelle il y avait des Sénégalais, des Burkinabés et d'autres nationalités. Et puis nous, on était avec les Maliens, les Ivoiriens, les Camerounais. Et puis la pirogue des Burkinabés, elle s'est retournée ah en oui, pleine mer. Et donc, j'ai vomi tous mes intestins tellement j'étais mal. C'était horrible. Et je me demandais à quand est-ce que notre tour, à quel moment notre pirogue aussi, elle va se ça retourner. En doit. fait, c'était la peur. Donc, une fois arrivé dans cette petite ville, ils nous ont dit que ça s'appelait Saint-Domingue. Et honnêtement, j'ai jamais vérifié si vraiment une telle ville existait. Mais toujours est-il qu'à 19 h, ce soir-là, on a décidé de partir. Et puis, on était une soixantaine hein, dans une pirogue. Donc, on a décidé de faire le reste du trajet à pied sans savoir où on allait. Mais vraiment sans savoir où on allait. Donc, on a suivi une route qui était tracée. Et moi, j'ai été le premier parce que je ne me suis pas arrêté. Jamais je ne me suis arrêté en cours de route. Toute la nuit, j'ai marché jusqu'à un petit village où j'ai rencontré le premier mec que je rencontre. C'est un Camerounais qui vit là-bas depuis très longtemps. Il parle le fang. Ah oui, le fond. Donc, et il me dit, ah ouais, toi, tu as bien fait d'arriver très tôt, tu as eu beaucoup de chance parce que ça, on est en Guinée équatoriale. Tu viens de traverser la Guinée pour rentrer dans la première ville, c'est-à-dire la première ville frontalière avec le Gabon. Il m'a dépouillé, le gars. Il m'a pris tout ce que j'avais. Ah oui, Oui, il m'a pris tout et il m'a expliqué comment je devais arriver au Gabon. Il m'a donné 5 000. Et au Gabon, cette partie-là, ça se fait par route avec des pick-up. Des pick-up comme on a des Toyota Hilux là, double cabine. Et le transport routier se fait de cette manière-là. Et le mec, il m'a dit comment je devais parler, si on me contrôlait, l'accent que je devais avoir. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Gabonais, ils ont un accent différent de particulier, l'accent oui. camerounais. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit OK. Et le pick-up est arrivé aux alentours de 15 h. On est parti. Et je faisais qu'une prière, c'est qu'il pleuve tout le long de la route. Comme ça que les policiers n'aient pas envie de contrôler. Et Dieu m'a entendu, il a sauvagement plu tout au long de la route. Et on a eu environ 9 contrôles.
Ah oui. Sur les 9 contrôles, il y en a que eu 2 qui sont venus vraiment me poser la question et puis j'ai répondu comme le gars, il m'avait dit. Tout s'est bien passé, je suis arrivé à Libreville et là-bas, je vais passer, mes premières nuits, bah, je vais rencontrer un gars parce que finalement dans la vie, le give back est très important lorsqu'on a fait le parcours qui est le mien. Il y a toujours des personnes sur notre chemin qui vont nous tendre la main, qui ne nous connaissent ni d'Adam ni d'Ève, mais qui ont le cœur sur la main. Donc je rencontre ce gars qui vend du pain haricot à Libreville, à la gare, et il me dit, viens, comme j'étais tout trempé. Donc il va, il me donne, il était grand, hein, et moi je suis petit, il était à peu près comme toi, et il me donne des pantalons qui sont très grands, avec une chemise très grande, mais je m'en fous, je voulais juste avoir des habits secs. Il me charge un pain avec de l'œuf qu'il me donne, et je mange. Et il me dit, écoute, par contre, je ne peux pas t'offrir une nuitée, mon gars. Je dis, mais pourquoi? Il dit, non, tu sais, ici, nous, on est tous des sans-papiers, on n'a pas de compte bancaire. Donc, on ne garde rien, on garde l'argent sur nous. Et les gens, quand ils partent du Cameroun, ils pensent que le Gabon, c'est une sorte d'Eldorado où l'argent coule à flot. Et donc, ils arrivent ici quand ils ont la possibilité d'estorquer l'argent de leurs frères qui ont cotisé pendant longtemps. Ils le font et ils vont au Cameroun montrer que le Gabon, c'est facile, c'est tout beau. Donc, du coup, je ne peux pas t'héberger. Je dis, OK, c'est pas grave. Alors, je vais passer ma première nuit gabonaise à la Belle Étoile, devant une véranda. Et le matin, je vais le retrouver. Il me dit, écoute, il y a un gars qui a un bar là, tout en bas du marché. Et dans ce bar-là, heureusement, le gars, il vient du même village que moi, Baham. Et le gars, il me dit, écoute, si tu veux passer des nuits avec moi, tu dois ramasser des bouteilles. Et ça sera la compensation, en fait, pour que tu puisses Ah, ok. dormir là. Et puis, j'ai dit, OK, pas de problème. J'ai fait 2 nuitées avec lui. Et la troisième nuitée, il me dit, écoute, mec, va à la gare de Tchoukou là. C'est une gare routière à À Libreville Libreville. qui s'appelle comme ça. Il me dit, là-bas, de toutes les façons, tu vas rencontrer un Camerounais. Et donc, j'y vais. Je rencontre un gars avec qui j'avais été au lycée de Baham, Jean-Jacques. Et si tu m'écoutes, bro, big up à toi. Et il me dit, voilà, tu viens d'arriver. Je dis, ouais, il me donne un comptoir, dans une bâche, hein, on appelait ça comme ça, avec des slips qui sont versés partout, par terre, et puis on vend. Et il me payait 2500 francs la journée. Et le Gabon est très cher. Donc quand tu vas à la cafette et puis que tu achètes un plat de pâtes avec du rognon ou avec le dakéré, là, tu sais, Oui, oui, bien le sûr. lait caillé, là, ça te fait environ 2200 balles, quoi. Ah Donc, oui, il te reste 300 francs. Et moi, j'avais juste ça pour aller à la pour cabine le aller. soir, appeler ma femme, parce qu'elles avaient un luxe quand même, elles avaient le téléphone chez elles. Et donc, je me rends compte que c'est pénible parce que j'y suis venu me chercher. Et donc, si je reste là et que je gagne 2500 et que manger me coûte déjà 2300 balles Ah oui, ou c'est. 2200, 2000, parfois, c'est chaud, quoi. Donc, j'ai fait un constat, c'est que les Gabonais aiment acheter quand le comptoir est bien achalandé. Donc, ils n'aiment pas quand il y a très peu de marchandises. Alors, je propose aux gars, aux commerçants, parce que eux, quand leur comptoir baissait, ils allaient se ravitailler chez les Maliens. Il faut dire que les Maliens, c'est eux qui détiennent Le grossiste. l'économie un peu, entre guillemets, de distribution du textile. Ils allaient aller pour beaucoup en Chine et certains en Thaïlande, acheter beaucoup de marchandises, textiles, des jouets, des choses comme ça. Et c'est comme ça que je propose aux gars, écoutez, moi désormais, je vais être votre coursier. Donc, je vais utiliser une brouette. Vous me montrez où vous faites vos achats. Moi, je récupère vos achats. Vous me payez 200 balles partout. Et donc, ils sont d'accord parce que quand ça baisse, ils me montrent là où ils vont Tu vas acheter. récupérer. Moi, j'y vais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me faire 6000 francs par jour. Là, le chiffre d'affaires, il a Oh, triplé même. voilà, carrément. Et donc, quand je commence à faire mes 6000 francs par jour, dont je ne travaille plus avec Jean-Jacques, et donc, mais entre-temps, Jean-Jacques, il m'a connecté avec un autre gars, un gars Bafia, Jordan, qui m'a hébergé dans la chambre. On était 6. En tout cas, moi, j'arrive dans la chambre, ils sont déjà 6. Je suis le septième. Mais moi, j'avais juste envie d'avoir un Endroit où endroit dormir. où poser ma tête, tu vois. Et je pose ma tête là, dans cette chambre-là. Et tous les matins, je vais continuer à acheter la marchandise pour les gars. Et même pas une semaine après, je vais chez un Malien
chez qui j'achète beaucoup pour mes gars, pour mes patrons, entre guillemets, il me propose 70 dizaines de culottes. Et il me dit, moi, ça fait 3 ans que j'ai ces culottes en stock. Vas-y, vends-les et tu reviens me payer. Je prends les 70 dizaines, j'appelle un de mes gars, j'ai dit, écoute, voilà les culottes, tu les vends au prix de 1000 francs CFA la culotte. Et puis, quand tu as fini le truc, je vais te payer, on va partager l'argent moitié-moitié. Donc, je ne vais pas te payer comme les gars, ils me payaient moi 2500. Si tu finis de les vendre, c'est divisé par 2. voilà. Et le gars, il va vendre, moi je vais lui donner les culottes autour de 9h. Vers 11h, il a fini. Il s'est égosillé, il a fini de vendre. J'ai dit, OK, on s'arrête maintenant, on a fait les décomptes. Donc, il a payé les tickets de la commune, ce qu'il a mangé, les tickets de la mairie, tous ces trucs-là, on a défalqué tout. Et j'ai fait les comptes avec lui, j'ai partagé l'argent en deux. Alors, je l'ai vu littéralement se décomposer, tellement il était heureux. Il me dit, est-ce que tu n'as pas d'autres choses à me proposer? Alors, moi, j'ai pris l'argent, j'ai enlevé les 70 000 du Malien que je suis allé payer. J'ai pris mon capital à moi, que j'ai pris les robettes. Je suis venu, j'ai donné au gars. Je suis les mêmes conditions. Ah oui. Voilà. Le gars, il a vendu les robettes. Le soir, on a fait les comptes. Je lui ai donné les 50% des revenus. Pourquoi je te raconte cette histoire? C'est parce que, à cette période-là, je vais recruter tous les gars de ma chambre. Ah, là, l'équipe commence à se former. Voilà. Parce que, comme je payais très bien, les gars, tout le monde voulait travailler avec moi. Et donc, mon capital n'a fait que gonfler, grandir. Et j'ai gagné ma place au lit, la petite anecdote. Hein. C'est-à-dire que, comme moi, j'avais employé tous mes gars, et puis Jordan, il est venu un jour, il a dit, écoute, tu peux plus dormir par terre, il faut que tu viennes au lit. Donc, on a descendu un gars, moi, je suis monté au lit, on était 3 hein, sur le lit. Et donc, la principale leçon que je vais retenir au Gabon, et ça, c'est aussi quelque chose qui me drive dans ce que je fais, c'est que si vous prenez soin de vos collaborateurs, ils prennent soin de votre business. Si vous êtes un entrepreneur généreux, les gens, ils se souviennent. Les gens, ils meurent pour vous. Ils se battent pour vous. Donc, c'est quelque chose, et même, petite bifurcation, avec les équipes de The Boy dans les années futures, ça va, les week-ends commencent jeudi. Ah oui. Voilà, c'est des semaines à 4 jours et c'est des week-ends à 3 jours. Donc, je vais me battre pour que toutes les personnes qui travaillent avec moi soient au cœur de mes préoccupations. L'humain d'abord. Parce qu'à la fin, on part tous. Qu'est-ce qu'on aimerait? Parce que le plus souvent, les gens ne se posent pas certaines questions. Mais le truc, c'est, si tu te poses l'unique question, qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent sur ton cercueil le jour de ta mort? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens racontent, que les gens retiennent de toi? Imagine, toi, tu es mort et les gens, chacun vient faire un témoignage. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent? Si tu réponds à cette question, tu donnes un sens à ta vie. Donc voilà un peu la petite anecdote qui m'a amené au Gabon. Et finalement, je suis parti du marché de Montbouette très rapidement parce que les gens ont commencé à m'accuser de sorcellerie, que j'étais venu avec de l'écorce, qu'on n'avait jamais vu ça. En un mois, comment quelqu'un peut faire autant d'argent et recruter autant de personnes? C'est pas possible. Et la jalousie a commencé. Et puis, mais je suis parti très vite pour faire autre chose que je ne dirais pas forcément aujourd'hui. Mais c'était légal, hein, ce que je faisais. En fait, j'ai fait de la contrebande de cigarettes après. Voilà. Oui. C'est ce que j'ai fait par la suite pour m'en sortir. Ça payait plutôt très bien. Et c'était moins épuisant parce que moi, je prenais mes cigarettes, je faisais le tour. Et fait exactement ce que j'ai fait à Yaoundé. Mais cette fois, je faisais en bus. Je prenais les Marlboro, les Dunhill, je mettais en carton, hein, et puis j'achetais un carton à 75 000, je vendais à 150 000, donc moi je faisais voilà 100% de bénéfice vite fait quoi. Et c'est comme ça qu'après je vais trouver le moyen de retourner au Cameroun avec un passeport, un visa dedans pour aller en Europe. Je vais pas réussir, malheureusement, je vais encore trimer au Cameroun jusqu'à ce qu'un jour mon heure arrive et puis que j'y aille quoi. Voilà. Alors, la deuxième leçon du jour, si vous prenez soin de vos collaborateurs, ils se souviendront de vous et ils se tueront à la tâche pour vous. Alors, à ce moment-là, quel était ton état d'esprit? Est-ce que tu étais toujours
motivé par l'entrepreneuriat ou il y a eu des moments où tu t'es dit ça et j'arrête? Ben, de toutes les façons, je pars toujours du principe que comme je n'ai pas de diplôme, je n'ai que l'entrepreneuriat. Et j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je peux pas travailler dans un bureau. Je peux pas être douanier, je peux pas être policier, je peux même pas être enseignant. Donc pour moi, je dois trouver le moyen d'exister. Et comme j'aime la liberté, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai créé une marque de vêtements. Parce que c'est extensible, c'est illimité. La créativité est illimitée. On ne s'arrête pas, on fait ce qu'on veut d'un bout de tissu. Et donc, j'aime la liberté, c'est même ma brand plateforme, ça dit ce qui me définit réellement, c'est la notion des libertés individuelles également. Et donc, même quand j'aurai 60 ans, 70 ans, même si je tombe, je recommence. Parce que je suis comme ça. Mon ADN, il n'y a pas de découragement. Il y a parfois des zones de doute. Il y a parfois des périodes où on est down, mais vraiment down. Mais c'est passager. Ça peut durer parfois 2 jours, 3 jours, parfois une semaine, parfois un mois. Mais on trouve toujours cette énergie-là, quelque chose qu'on ne contrôle pas, cette pulsion qui est au fond de nous qui nous dit, hey Coco, vas-y, tu dois le faire. Tu dois le faire parce que tu es fait pour faire ça. Tu vois, j'ai jamais eu dans ma vie vraiment des longues périodes où je me suis dit non, ça y est, c'est bon, on arrête. Non. Et Dieu sait que j'ai eu des échecs. Hein. J'en ai eu, sérieusement, et j'ai perdu beaucoup d'argent. Parce que même quand j'arrive en Europe, je commence à faire de la plonge. Hein. Donc, j'ai pas de diplôme, tu comprends ce que je veux dire. Donc, je dois prendre ce qui vient. Donc, je commence à faire de la plonge. Après, je fais du télémarketing, je fais du nettoyage. Donc, je suis agent de nettoyage pour une firme qui s'appelle Migros. En Suisse, ceux qui vivent en Suisse connaissent ça. Je nettoyais les boucheries, des choses comme ça. Pour gagner ma vie, j'avais 3 tafs, mon gars. Et donc, les 3 tafs, je devais envoyer les voitures d'occasion. À l'époque, on chargeait encore. Et l'année, par exemple, une petite anecdote, l'année 2003, entre 2003 et 2004, je vais envoyer à peu près 21 voitures au Cameroun. À peu près. Et ça faisait de l'argent. Et puis, c'est une période où je suis très fier parce que j'ai pu donner un salaire à ma mère à cette période-là. Donc, on a ouvert un compte joint où elle pouvait aller chaque mois prendre un peu d'argent. Et comme elle vivait à Baham, quoi, et à l'époque, c'était 40 000 francs que j'avais fixé comme salaire. Mais 40 000 francs à Baham, elle était une reine, en fait. Elle était une reine. Ah, c'est très bien ça. Voilà, mais j'ai pas, pour répondre clairement à ta question, je ne suis pas un gars qui un jour va arrêter. Non, non. Ah, c'est très beau parcours, très belle histoire. Alors, dans l'autobiographie, j'ai pu lire que Mbeng, c'était un rêve. Mbeng, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Europe. Alors, est-ce que l'Europe a été l'une des clés ou l'un des boosts de ton décollage? Alors, j'ai l'habitude de dire que le mieux de chaque individu, c'est ce qu'il vit présentement. Parce que s'il y avait un autre mieux, il serait ailleurs. Euh, Est-ce qu'avec le temps, c'était une belle chose ou pas? Je ne saurais jamais. Toujours est-il que j'ai accompli ce qui était pour moi un rêve. Donc, pour moi, c'était un succès. J'étais déjà très heureux d'être dans cette configuration-là, d'arriver dans ces pays-là. Aujourd'hui, ce que ce pays aussi m'a appris, j'ai eu la chance de tomber en Suisse directement, ça m'a quand même appris la rectitude, le sens de la parole donnée, une certaine façon de faire, bien faire les choses. Parce que la Suisse est un pays horloger. L'horlogerie, c'est minutieux. C'est de la très haute technologie. Et donc, c'est des gens qui sont très pointilleux sur le détail. Et je pense que je me suis, même si à la base, fondamentalement, je suis quelqu'un qui est très strict et vraiment très focus sur ce que je fais. Une petite anecdote, le premier rendez-vous avec ma femme actuelle, on avait rendez-vous à Yaoundé, au marché central, à 19h. Elle est venue à 19h15 et moi, j'étais parti. Mais ça, je vivais encore au Cameroun. C'est pour dire qu'il y a aussi des traits de caractère qu'on a, c'est en nous. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Donc, oui, je peux dire que l'Europe m'a apporté ce que j'attendais de l'Europe. Voilà. Est-ce que c'est le paradis? Je pense que non.
je pense que le paradis, il existe partout et qu'importe l'endroit où on est, on peut créer Son son paradis. paradis. Voilà. Alors, peu importe là où nous sommes, nous pouvons créer notre paradis. Troisième leçon entrepreneuriale du jour. On va continuer. On aura tellement, tellement, parce que nous avons un invité incroyable qui a tellement à raconter. Alors, dès le début, il nous a dit qu'il ne s'était pas formé. Il avait toujours cette passion qui brûlait en lui. Et il s'est dit, il faut que je me forme. Alors, pourquoi la gestion? Alors il faut dire qu'en 2005, j'ai décidé de faire un cursus parce que le boulot que je faisais à l'époque me permettait de faire un cours du soir. Donc je me suis inscrit à la HEG Neuchâtel, ce qui est, la haute école de gestion. J'ai fait, gestion d'entreprise et management parce que j'avais envie de comprendre, les fondamentaux et j'avais aussi et même à cette époque-là, je le fais, très honnêtement, simplement parce que j'ai envie, hem, d'avoir une certaine légitimité. Parce que j'avais une certaine frustration au fond de moi, qu'aujourd'hui je balaie ça d'un revers de la main. Je suis aujourd'hui convaincu que pour, on peut, ça dépend de quel level on voit la réussite, sociale, hein, mais on peut dans chaque segment de sa vie, on peut avoir de l'autodétermination, on peut réussir à accomplir les choses sans avoir un diplôme, scolaire. Ça, c'est quelque chose que je vais le comprendre sur le tard. Même si, à chaque fois que j'avançais dans mon parcours, j'avais le sentiment que peut-être si j'avais eu un diplôme, ça serait mieux. Mais sauf que même quand je finis mon cursus de gestion d'entreprise et de management, je n'ai pas de job, je n'ai pas de boulot dans ce segment-là. Ah oui, Mais personne ne veut confier, son entreprise, à un gars comme moi de gérer. C'est ça le truc. Donc, on apprend beaucoup de leçons, lorsqu'on fait ces cours-là. Donc, qu'on soit à l'école ou qu'on se forme sur YouTube, sur Google, sur Facebook, sur Instagram, je pense que chacun peut évoluer à des niveaux, heu, très élevé, mais vraiment très élevé dans la connaissance. Par exemple, moi, quand j'engage des boys, je connais rien à la mode. Je connais rien, même pas le pricing. Le pricing, même dans la mode, c'est un élément, c'est un facteur déterminant. déterminant du succès. Et la plupart des gens ne savent même pas pricer. Mais c'est quelque chose que j'ai dû apprendre en bouquinant, en allant sur Internet, en regardant, en discutant même avec les grands, comment dire ça, les détaillants, avec les grossistes, en essayant de comprendre comment on price. Et je dis, et je profite de l'occasion pour dire aux gens qui ont vécu les mêmes frustrations que moi, qui se disent que ils n'ont pas de diplôme, donc ils ne peuvent pas réussir dans la vie, qu'ils ne peuvent pas avoir un bon boulot, je vais leur dire juste une chose. Devant les portes de Google, de YouTube, de Facebook, de TikTok, d'Instagram, il n'y a aucun gatekeeper. Il n'y a personne qui va valider votre entrée. Personne. Vous prenez votre ticket. Vous prenez ce ticket-là, le peuple, il valide ce que vous avez à proposer. C'est pour ça que les Ulrich Takam aujourd'hui, le feu Cabral Nanjip, paix à son âme, ces gars-là, dans une chaîne de télévision mainstream, ils n'auraient jamais eu leur chance. Mais le peuple leur a donné une chance. Donc, il n'y a aucun gardien devant les portes de ces réseaux sociaux-là. Lancez-vous. Choisissez un domaine de la vie. Si vous êtes passionné par les médias, si vous êtes passionné par l'agriculture, si vous voulez apprendre un nouveau métier, allez-y. Ne vous gênez pas. Vous pouvez apprendre au même rythme qu'un gars qui est à Harvard ou qu'un gars qui est à Subdeco au Cameroun ou encore à la Sorbonne. Alors, merci. Alors, n'hésitez pas, quatrième leçon du jour, peu importe votre idée, lancez-vous. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'obstacle à part vous. Vous êtes votre premier obstacle tant que vous décidez de ne pas vous lancer. Très pertinent. Alors, aujourd'hui, quelle est la place de la formation dans la vie d'un entrepreneur? Je dirais c'est une place primordiale. C'est même l'élément majeur pour chaque entrepreneur parce que nous vivons dans un monde qui avance très vite, qui bouge terriblement vite. Les algorithmes ont remplacé les humains et il faut comprendre le fonctionnement des algorithmes aujourd'hui. Et donc, c'est une formation perpétuelle. Il n'y a aucune différence aujourd'hui entre un entrepreneur et un médecin. Un médecin qui doit se recycler tous les jours
Un entrepreneur, il doit se recycler tous les jours. Donc, il faut se former, il faut jamais arrêter, il faut continuer, apprendre des nouvelles techniques, que ce soit seulement dans le marketing, comment vendre, comment créer de l'émotion, comment fidéliser de la clientèle, comment faire du Facebook Ads aujourd'hui. C'est tout un métier. Faire du TikTok Ads, c'est un métier, un vrai métier. C'est quelque chose qu'il faut apprendre.